Pour toute réponse, Franz tira son mouchoir et le présenta à celui qui lui avait adressé la parole. Sans dire une seule parole, on lui banda les yeux avec un soin qui indiquait la crainte qu'il ne commît quelque indiscrétion, après quoi on lui fit jurer qu'il n'essayerait en aucune façon d'ôter son bandeau. Il jura. Alors les deux hommes le prirent chacun par un bras, et il marcha guidé par eux et précédé de la sentinelle. Après une trentaine de pas, il sentit, à l'odeur de plus en plus appétissante du chevreau, qu'il repassait devant le bivouac. Puis on lui fit continuer sa route pendant une cinquantaine de pas encore, en avançant évidemment du côté où l'on n'avait pas voulu laisser pénétrer Gaetano, défense qui s'expliquait maintenant. Bientôt, au changement d'atmosphère, il comprit qu'il entrait dans un souterrain. Au bout de quelques secondes de marche, il entendit un craquement, et il lui sembla que l'atmosphère changeait encore de nature et devenait tiède et parfumée. Enfin, il sentit que ses pieds posaient sur un tapis épais et moelleux. Ses guides l'abandonnèrent. Il se fit un instant de silence, et une voix dit en bon français, quoique avec un accent étranger, « Vous êtes le bienvenu chez moi, monsieur, et vous pouvez ôter votre mouchoir. » Comme on le pense bien, Franz ne se fit pas répéter 2 fois cette invitation. Il leva son mouchoir et se trouva en face d'un homme de 38 à 40 ans, portant un costume tunisien, c'est-à-dire une calotte rouge avec un long gland de soie bleue, une veste de drap noir toute brodée d'or, des pantalons sang de bœuf larges et bouffants, des guêtres de même couleur brodées d'or comme la veste et des babouches jaunes. Un magnifique cachemire lui serrait la taille, et un petit kandjar aigu et recourbé était passé dans cette ceinture. Quoique d'une pâleur presque livide, cet homme avait une figure remarquablement belle. Ses yeux étaient vifs et perçants. Son nez droit et presque de niveau avec le front indiquait le type grec dans toute sa pureté, et ses dents, blanches comme des perles, ressortaient admirablement sous la moustache noire qui les encadrait. Seulement, cette pâleur était étrange. On eût dit un homme enfermé depuis longtemps dans un tombeau et qui n'eût pas pu reprendre la carnation des vivants. Sans être d'une grande taille, il était bien fait du reste, et comme les hommes du Midi, avait les mains et les pieds petits. Mais ce qui étonna Franz, qui avait traité de rêve le récit de Gaetano, ce fut la somptuosité de l'ameublement. Toute la chambre était tendue d'étoffes turques de couleur cramoisie et brochée de fleurs d'or. Dans un enfoncement était une espèce de divan surmonté d'un trophée d'armes arabes à fourreaux de vermeil et à poignées resplendissantes de pierreries. Au plafond pendait une lampe en verre de Venise, d'une forme et d'une couleur charmantes, et les pieds reposaient sur un tapis de Turquie dans lequel ils enfonçaient jusqu'à la cheville. Des portières pendaient devant la porte par laquelle Franz était entré, et devant une autre porte donnant passage dans une seconde chambre qui paraissait splendidement éclairée. L'hôte laissa un instant Franz tout à sa surprise, et d'ailleurs il lui rendait examen pour examen, et ne le quittait pas des yeux. « Monsieur, lui dit-il enfin, 1000 fois pardon des précautions que l'on a exigées de vous pour vous introduire chez moi. Mais comme la plupart du temps cette île est déserte, si le secret de cette demeure était connu, je trouverais sans doute en revenant mon pied-à-terre en assez mauvais état, ce qui me serait fort désagréable, non pas pour la perte que cela me causerait, mais parce que je n'aurais pas la certitude de pouvoir, quand je le veux, me séparer du reste de la terre. Maintenant je vais tâcher de vous faire oublier ce petit désagrément, en vous offrant ce que vous n'espériez certes pas trouver ici, c'est-à-dire un souper passable et d'assez bons lits. »« Ma foi, mon cher hôte, répondit Franz, il ne faut pas vous excuser pour cela. J'ai toujours vu que l'on bandait les yeux aux gens qui pénétraient dans les palais enchantés. Voyez plutôt Raoul dans les Huguenots. Et véritablement je n'ai pas à me plaindre, car ce que vous me montrez fait suite aux merveilles des 1001 nuits. Hélas, je vous dirais comme Lucullus, si j'avais su avoir l'honneur de votre visite, je m'y serais préparé. Mais enfin, tel qu'est mon ermitage, je le mets à votre disposition. Tel qu'il est, mon souper vous est offert. Ali, sommes-nous servis ?» Presque au même instant, la portière se souleva, et un nègre nubien,
noir comme l'ébène et vêtu d'une simple tunique blanche, fit signe à son maître qu'il pouvait passer dans la salle à manger. « Maintenant, dit l'inconnu à Franz, je ne sais si vous êtes de mon avis, mais je trouve que rien n'est gênant comme de rester 2 ou 3 heures en tête-à-tête sans savoir de quel nom ou de quel titre s'appeler. Remarquez que je respecte trop les lois de l'hospitalité pour vous demander ou votre nom ou votre titre. Je vous prie seulement de me désigner une appellation quelconque, à l'aide de laquelle je puisse vous adresser la parole. Quant à moi, pour vous mettre à votre aise, je vous dirai que l'on a l'habitude de m'appeler Simbad le marin. Et moi, reprit Franz, je vous dirai que, comme il ne me manque pour être dans la situation d'Aladin que la fameuse lampe merveilleuse, je ne vois aucune difficulté à ce que, pour le moment, vous m'appeliez Aladin. Cela ne nous sortira pas de l'Orient, où je suis tenté de croire que j'ai été transporté par la puissance de quelque bon génie. Eh bien, seigneur Aladin, fit l'étrange amphitryon, vous avez entendu que nous étions servis, n'est-ce pas? Veuillez donc prendre la peine d'entrer dans la salle à manger. Votre très humble serviteur passe devant vous pour vous montrer le chemin. Et à ces mots, soulevant la portière, Simbad passa effectivement devant Franz. Franz marchait d'enchantement en enchantement. La table était splendidement servie. Une fois convaincu de ce point important, il porta les yeux autour de lui. La salle à manger était non moins splendide que le boudoir qu'il venait de quitter. Elle était toute en marbre, avec des bas-reliefs antiques du plus grand prix, et aux 2 extrémités de cette salle, qui était oblongue, 2 magnifiques statues portaient des corbeilles sur leurs têtes. Ces corbeilles contenaient 2 pyramides de fruits magnifiques. C'étaient des ananas de Sicile, des grenades de Malaga, des oranges des îles Baléares, des pêches de France et des dattes de Tunis. Quant au souper, il se composait d'un faisan rôti entouré de merles de Corse, d'un jambon de sanglier à la gelée, d'un quartier de chevreau à la tartare, d'un turbot magnifique et d'une gigantesque langouste. Les intervalles des grands plats étaient remplis par de petits plats contenant les entremets. Les plats étaient en argent, les assiettes en porcelaine du Japon. Franz se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Ali, seul, était admis à faire le service, et s'en acquittait fort bien. Le convive en fit compliment à son hôte. « Oui, reprit celui-ci, tout en faisant les honneurs de son souper avec la plus grande aisance. Oui, c'est un pauvre diable qui m'est fort dévoué et qui fait de son mieux. Il se souvient que je lui ai sauvé la vie, et comme il tenait à sa tête, à ce qu'il paraît, il m'a gardé quelque reconnaissance de la lui avoir conservée. » Ali s'approcha de son maître, lui prit la main et la baisa. « Et serait-ce trop indiscret, seigneur Simbad, dit Franz, de vous demander en quelles circonstances vous avez fait cette belle action? »« Oh mon Dieu, c'est bien simple, répondit l'hôte. Il paraît que le drôle avait rôdé plus près du sérail du bey de Tunis qu'il n'était convenable de le faire à un gaillard de sa couleur, de sorte qu'il avait été condamné par le bey à avoir la langue, la main et la tête tranchées. La langue le premier jour, la main le second, et la tête le 3e. J'avais toujours eu envie d'avoir un muet à mon service. J'attendis qu'il eût la langue coupée, et j'allais proposer au bey de me le donner pour un magnifique fusil à 2 coups qui, la veille, m'avait paru éveiller les désirs de sa hautesse. Il balança un instant, tant il tenait à en finir avec ce pauvre diable, mais j'ajoutai à ce fusil un couteau de chasse anglais, avec lequel j'avais haché le yatagan de sa hautesse, de sorte que le bey se décida à lui faire grâce de la main et de la tête, mais à condition qu'il ne remettrait jamais le pied à Tunis. La recommandation était inutile. Du plus loin que le mécréant aperçoit les côtes d'Afrique, il se sauve à fond de cale, et l'on ne peut le faire sortir de là que lorsqu'on est hors de vue de la 3e partie du monde.